Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, moi ça va. Cet épisode ne sera pas la suite de l'épisode sur Lost. Cette fois-ci on va plutôt revenir aux bases, vraiment à la langue des oiseaux, au côté plus linguistique, si je puis dire. Et donc dans cet épisode on va s'intéresser à plusieurs lettres interchangeables, comme le D qui peut devenir un T. Vous vous rappelez, on l'avait vu plusieurs fois mais on n'avait pas vraiment donné beaucoup d'exemples. On n'avait pas trop approfondi. Il y a aussi le E qui peut devenir un I. Ça aussi, on l'avait vu. On verra un peu aussi que le G peut parfois devenir un J. Et surtout que le O peut être changé en U. Et parfois même en OU. En sachant aussi que le OU peut être changé en W. Et même que le W peut devenir un V. C'est la même lettre, c'est juste qu'il y en a deux. W. Et tout ça, on le verra à travers des clés. Parce qu'on verra par exemple la clé clé. Parce que clé aussi est une clé. On verra la clé vent, qui a quand même donné pas mal de mots, en référence à Hermès. On verra aussi un peu l'oiseau. On essaiera de répondre à la question pourquoi justement cette langue s'appelle la langue des oiseaux. On a beaucoup parlé de la tour, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la clé tour, parce que c'est aussi une clé. Et on verra une clé aussi importante, qui est le feu, qui a vraiment pas mal de déclinaisons et qui a donné beaucoup de mots. Peut-être, si on a le temps, on verra la clé lumière. Mais vraiment, vous savez, on a vu plein de clés qui voulaient dire lumière, mais on n'a pas, à part peut-être dans le tout premier épisode, on n'a pas vraiment creusé la clé lumière elle-même, lume. Comme c'est en lien direct avec la clé feu, puisque le feu éclaire, et que le feu, généralement, fait référence à la lumière. Donc voilà pourquoi on va en parler aussi. Allez, l'épisode va commencer. Comme d'habitude, on va revenir un peu sur ce qu'on a dit avant. On avait beaucoup parlé de la clé 7. Je crois que c'était dans le deuxième ou le troisième épisode. On avait vu plein de déclinaisons. Par la suite, on avait aussi parlé de la clé cap. Et je vous avais dit qu'elle venait de la clé 7. On avait vu des déclinaisons en capite, parce que souvent ça commence par capite. Par exemple, capitonner, capitaine, ou même capituler. L'exemple le plus flagrant, c'est décapiter. On l'avait vu. Et on avait vu que le it, en fait, ça pouvait être le verbe être. Ou alors, si on s'amuse à mélanger les lettres, on pourrait arriver à 7 avec le it. Vous voyez ? On avait aussi vu la déclinaison beaucoup plus simple, cap, justement, et qui avait donné des mots comme le cap. En fait, cap, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça veut dire ce qui est en haut, ce qui est devant, ce qui est au niveau de la tête. Et donc, il y avait le cap. Il y avait la capuche qui se met sur la tête, ou même la capsule qui est sur la tête de la bouteille, le capot de la voiture, etc., etc. Ou même capiche, est-ce que tu as compris ? Capiche. Et pourquoi je reviens sur cette clé ? Parce qu'il y a aussi la version qui ressemble vraiment à un 7, c'est la version capt. C'est cap avec un T, c'est entre le cap et le capite, il y a capt. Et ça a donné plein de mots comme capter, toujours avec cette notion de, vous savez, comme c'est en référence au 7. Le 7, si on le dépasse pas, le 7 c'est la matière. Donc comme par exemple un capteur, une capture, captation, ou même quelqu'un qui est captif, ou en captivité. Tout ça c'est la même racine. Et il y a même captiver, le regard de quelqu'un par exemple. Il y a ce côté accroché, attaché, collé, un peu comme la matière. Donc maintenant l'épisode commence vraiment, et on va commencer par la clé clé. Parce que justement, comme je disais, clé est aussi une clé, comme son nom l'indique. Et donc on peut déjà notifier une chose qui est assez rare dans la langue française, c'est que ce mot peut s'écrire de deux façons différentes. On peut l'écrire clé C-L-E, donc c'est les, c'est elle, c'est au-dessus, c'est dans le ciel, donc c'est la lumière. Il y a aussi la version C-L-E-F, c'est les F, c'est le F, c'est le feu, donc si c'est le feu, c'est la lumière. Vous voyez, les deux versions finalement arrivent au même résultat. Si on décompose aussi lettre par lettre cette clé, ça nous donne C-L-E, et on pourrait supposer que ce sont les initiales de calculer, lire et écrire. Il y a des clés dans le calcul, dans la lecture et dans l'écriture. On pourrait aller encore plus loin parce que ça pourrait être les initiales de collégiens, lycéens et étudiants.
tout le cursus scolaire d'un élève. À l'école, on apprend à calculer, à lire et à écrire. Ça pourrait être aussi le C pour chiffre et le pour lettre. On change de sens l'accent et les donne les, donc lettres. Et les lettres, c'est la lecture plus l'écriture. On avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, que le mot calcul voulait dire la pierre de lumière, puisque c'était l'association de deux clés, Gall et Luc, et donc pierre, lumière, la pierre de lumière. Et si on prend le mot lecture, c'est intéressant parce que une fois qu'on a retiré le suffixe tur qu'on connaît, il ne reste plus que lec, et lec, on se rend compte que c'est la clé, justement. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais montré la couverture du livre que j'écris là, chaque fois que je fais des vidéos, ça me bouffe du temps, et le temps que je passe sur les vidéos, je devrais le passer sur le livre, hein, donc ça repousse. Mais bon, j'apprends aussi des choses en faisant ces vidéos, donc tant mieux. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le nom du livre, c'est Liber de Cléture. Liber, on sait que ça veut dire livre en latin, on l'avait vu, puisqu'on avait vu que livre, c'était libre, la liberté. Et lecture, peut se lire cléture, une fois qu'on a compris quelle est la clé qui compose le mot. Donc, Liber de Cléture, ça veut juste dire livre de lecture, tout simplement. On peut un pléonasme. On peut faire une petite pause pour parler de la clé de voûte, qui est très importante en architecture et même dans le symbolisme, dans l'ésotérisme, en franc-maçonnerie, etc. Et qui est vraiment spéciale. Quand vous faites des arches en architecture, c'est une pièce qui est vraiment particulière parce que toutes les autres pièces vont s'appuyer sur cette pièce centrale, en fait. Vous voyez, c'est marrant parce que de la clé, on peut arriver à Gall. C'est lié à la clé pierre. Comme la voûte, c'est un arc et qu'on sait que la clé arc, c'est la lumière, donc clé de voûte pourrait se traduire la pierre de lumière. Il y a aussi des prénoms avec la clé comme Clément ou Clémence. Et d'ailleurs, ce sont aussi des mots, être clément, faire preuve de clémence. On peut retrouver cette clé dans des mots, dans des prénoms, etc. Vous pouvez chercher, vous pouvez trouver, mais il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, il ne faut pas toujours confondre avec le suffixe acle. Souvent, tous les mots qui finissent par acle, on a tendance à croire qu'il y a la clé, mais en fait, pas forcément. Vous savez, les mots comme réceptacle, pinacle, tabernacle, etc. Là où c'est intéressant, c'est surtout de savoir que la clé se disait clavis en latin. Quand on abrège clavis, ça donne clave, et clave, c'est devenu une clé, justement, pour dire la clé. Par exemple, en breton, clave avec un K, ça veut dire la clé. Et donc, il y a des mots comme, par exemple, le clavier. Il faut savoir que les lettres sont considérées comme des clés. Et c'est pour ça, justement, qu'on retrouve cette clé dans le mot lecture. Et donc, c'est pour ça que le clavier, comme on appuie sur des touches où il y a des lettres, ça s'appelle le clavier. Mais il y a des clés aussi en musique. C'est peut-être aussi pour ça qu'on retrouve clave dans le clavecin. Le clavecin, c'est l'ancêtre du piano. Mais il y a aussi la clavicule. Icule, c'est un suffixe qui veut dire petit. Donc, ça veut dire la petite clé. Bon, il y en a d'autres, hein, le clavelin, ou même le verbe claver. Claver, ça veut dire remblayer ou boucher un trou, quoi. Vous voyez, on retombe sur ce côté fermé, quoi. Parce que la clé, il peut y avoir un côté positif, trouver une clé, ou même sortir, se libérer, etc. Mais il peut aussi y avoir le contraire, c'est-à-dire le côté enfermé. Et ça, on le voit bien dans le mot esclave. Quand on décompose, es, c'est juste le verbe être. Donc, est, clé, est enfermé à clé, en fait. C'est ça que ça veut dire. Esclave, ça veut dire quelqu'un qui est prisonnier. C'est dans le nom même. Ou même une enclave. Vous voyez, une enclave, comment c'est presque entièrement fermé. Ou même le conclave. Le conclave, c'est là où, justement, tous les cardinaux vont s'enfermer pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils décident qui sera le nouveau pape. Et non, ils n'ont pas le droit de sortir. Donc, à chaque fois que vous verrez clave dans un mot, ce sera presque toujours une référence à une clé. Maintenant, passons au vent. Le vent, comme vous savez, c'est très lié à Hermès, puisque c'est le messager dans les airs, Hermès, messager dans l'air. Et bon, on en a beaucoup parlé déjà, donc je ne vais pas revenir là-dessus, vous le savez. Et donc, les déclinaisons de cette clé, il y a la clé normale avec un T à la fin, mais il y a aussi la version plus légère, on va dire, où il n'y a pas de T, c'est juste VEN, vent.
Et il y a aussi la version avec un D à la place du T. Comme on avait vu plusieurs fois, ces deux lettres sont interchangeables. On pourrait donner un exemple là, on va s'intéresser un peu aux autres langues dans cette vidéo. Par exemple, en anglais, un jardin se dit garden. Mais en allemand, un jardin se dit Garten, avec un T à la place du D. La seule chose qui a changé, c'est le D qui est devenu un T. Ou prenons un autre exemple. God, je crois qu'on l'avait déjà vu celui-là en anglais. G-O-D, en allemand, G-O-2-T. À chaque fois, c'est le D qui change. Et c'est marrant parce que vous pouvez prendre des mots comme ça et essayer de changer ces deux lettres pour voir ce que ça donne. Si on prend l'oiseau, on va s'intéresser à l'oiseau plus tard dans la vidéo. Ça se dit bird en anglais, donc avec un D à la fin. Si on change le D en T, et vous verrez souvent, parfois c'est TH. De toute façon, le H, comme on le sait, pas très important, mais souvent le D est changé en TH. Et donc, si on met le TH, ça donne la naissance, birth. Oiseau, naissance. Maintenant, si on reste sur l'oiseau, qu'on prend le nid de l'oiseau en anglais, ça se dit nest, mais on sait que nest, n'est pas exactement comme le verbe naître. Donc, en français, c'est la naissance. Vous voyez comment il y a des connexions ? Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent dans les langues. C'est pour ça qu'ils peuvent toujours se comprendre entre eux. Il y a un alchimiste français qui va aux États-Unis ou je sais pas quoi, dans un pays anglophone. Même s'il y a certaines choses qui changent, sur le fond, ils finiront par s'entendre. Maintenant, restons sur le jardin. Et cette fois-ci, regardons comment le E peut devenir un I. Parce qu'en anglais, c'est garden, on l'a vu, mais en français, c'est jardin. Et on voit bien que le E est devenu un I. Et de manière anecdotique, on voit aussi que le J peut être changé en G. D'ailleurs, ces deux lettres sont connectées, on le sait, puisqu'elles peuvent se prononcer. Le G peut se prononcer comme un J. Quand on met un E après le G, il se prononce comme un J. Comme dans un geôlier, par exemple. C'est intéressant quand on cherche un peu dans les autres langues parce qu'on se rend compte, par exemple, dans les langues latines, comme l'espagnol ou l'italien, ils ont tendance à associer le I et le E. En français, par exemple, la terre, ça s'écrit comme ça, alors qu'en espagnol, terre se dit tierra. Bon, j'ai pas l'accent, hein, mais vous voyez, souvent ils mettent le I devant le E. Donc, vous vous rappelez, on avait vu la clé petra, qui voulait dire la pierre. Alors, en italien, ça se dit pietra. Et en espagnol, le T devient D, piedra. Encore des exemples que le I et le E sont connectés, et le D et le T aussi. Prenons le mot vent. Donc en français, il s'écrit V-E-N-T. Et en anglais, je suppose que tout le monde connaît, le vent se dit wind. S'écrit W-I-N-D. Et là, on peut vraiment voir un exemple avec ces deux changements de lettres. Parce que le T devient un D et le E devient un I. Ça saute aux yeux. Et bien sûr, le V devient un W. Mais on voit d'ailleurs que c'est la même lettre. Parce que W, ça veut dire littéralement deux V. Parfois, ces deux lettres sont interchangeables. D'ailleurs, le wagon s'écrit avec un W, mais se prononce comme si c'était un V. On reviendra plus en profondeur sur le V plus tard, qu'on reparlera du U et du OU. Et figurez-vous que si on prend la version yiddish, il n'y a pas cette particularité avec le V qui devient un W. C'est vraiment juste le vent, sauf que le E devient un I. En italien et en portugais, c'est un peu comme l'espagnol. Ils adorent les O et les A, donc du coup, ils en ont rajouté un à la fin. Ça a donné vento, tout simplement. Si on prend la version espagnole, comme on disait tout à l'heure, ils adorent mettre un I devant le E, et donc ça a donné viento. Mais c'est marrant quand on regarde toutes les langues, avec un mot, on peut voir un peu l'évolution. Pas forcément l'évolution, mais on voit en tout cas le point commun, la racine commune. On va quand même rappeler que Hermès est le dieu des marchands et des voleurs, comme on avait vu, et aussi des voyageurs d'ailleurs. On avait vu que marchand, ça faisait certainement référence à ceux qui marchent en fait, donc aux pèlerins, comme les voyageurs d'ailleurs. Et les voleurs, on avait vu un peu le lien avec les oiseaux et même Prométhée, qui avait volé le feu sacré des dieux pour le donner aux humains. Mais ça va plus loin que ça. Hein. Je reviendrai là-dessus quand on parlera de la clé voile. Quand on replace dans le contexte historique, avant, les marchands étaient surtout itinérants. Ils étaient vraiment... c'était des marchands ambulants qui souvent se déplaçaient de ville en ville, de quartier en quartier, de ville en ville. Et même encore aujourd'hui, la marchandise, elle voyage, la marchandise. On la déplace, on marche pour déplacer la marchandise.
Vous voyez comment ça tombe bien. C'est marrant parce qu'on voit bien que le mar, dans marché, ça vient de mer, comme de la clé mer, on le sait. Et on le voit bien justement dans la version anglaise de marchandise, parce qu'on dit merchandising en anglais. Enfin, merchandise. Maintenant, donnons quelques exemples. Cette clé, elle a quand même donné des mots importants qu'on utilise tous les jours. Comme justement, qu'est-ce qu'on fait dans un marché? Eh bien, on va vendre. Et dans vendre, on voit bien, si on retire le RE à la fin, qui est un suffixe verbal, ça nous donne la racine vend, avec le D à la fin. Ou alors, si on veut, on pourrait dire que le D, c'est un D apostrophe, qui voudrait dire devant du vent, en fait. Mais je pars du principe que c'est une clé à part entière, puisqu'on sait que le T peut être remplacé par un D. On le voit bien parce que quand on conclut un marché, quand on a vendu quelque chose, on parle d'une vente avec un T. Le D redevient un T. Mais il y a aussi le ventre. Quand on respire, le vent entre dans notre corps et on supposait à l'époque qu'il allait dans notre ventre. On n'était pas aussi calé qu'aujourd'hui en anatomie, etc. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est plutôt les poumons et les poumons, c'est plutôt la cage thoracique, c'est plus haut que le ventre. Mais bon, on peut comprendre pourquoi ils aient pensé ça. Donc on respire, on inspire, on expire grâce à notre ventre. Et on pourrait même parler aussi des gaz quand on fait un prout. Bah là, c'est vraiment du vent. Et là, par contre, c'est vraiment le ventre, en l'occurrence. Sinon, il y a aussi le verbe venir. Le IR à la fin, c'est juste un suffixe verbal. Et c'est très lié à l'époque parce que, en revenant dans le contexte historique, on peut comprendre pourquoi. Parce qu'avant, quand on voyageait, souvent c'était par bateau. Et si vous n'aviez pas de vent, il n'y avait pas de moteur à l'époque. Il n'y avait pas de bateau à moteur. Donc si vous n'aviez pas de vent, vous faisiez du sur place. Et puis le vent, par définition, est toujours en mouvement. Donc ça a un lien avec le fait de venir. Après venir, il y a beaucoup de déclinaisons de ce verbe comme intervenir, etc. Ou même l'avenir, ce qui va venir. Vous voyez, je pense qu'il y a aussi l'aventure, parce qu'on retrouve vraiment le vent dans l'aventure. Vous voyez le E là, je pense que c'est parce que ça ressemble beaucoup à avant, ce qui est en avant. Quand on part en aventure, quelque part, on se lance vers l'avant, vers ce qui est devant nous. C'est juste qu'on a changé le A en E. Ça a donné aventure avec le suffixe UR. Il y a même la ville de Venise. Peut-être qu'il y avait beaucoup de vent à Venise. Ou même la Vendée en France. S'il y a des Vendéens dans mes abonnés qui nous le disent s'il y a beaucoup de vent en Vendée, ce qui ne m'étonnerait pas. Passons maintenant à l'oiseau. Alors l'oiseau est important puisque la langue s'appelle la langue des oiseaux, même si on peut l'appeler la langue verte, et peut-être même qu'il y a d'autres noms encore que j'ignore. Pourquoi est-ce qu'ils ont appelé cette langue comme ça? Bon, on va commencer par les banalités, ce qui saute aux yeux. L'oiseau vit entre la terre et le ciel, entre les dieux et les hommes, entre l'ici-bas et l'au-delà. Et donc forcément, c'est lui le mieux placé pour relayer un message entre les deux. Il y a aussi la connexion avec Hermès, bien sûr, puisque lui, c'est justement le messager dans l'air. Son élément, c'est l'air. On pourrait parler de l'œuf, vous savez, l'œuf qui vient justement du feu, comme on l'avait vu, et donc du coup qui est très lié à la lumière, puisqu'à l'intérieur de l'œuf, il y a ce jaune-là, comme un soleil, qui est entouré de transparent, quoi. Et puis on peut aussi noter que les oiseaux ont réussi. Bon, c'est pas eux qui décident, c'est l'évolution, mais ils ont quand même réussi l'exploit de voler. Personne d'autre ne vole, à part quelques exceptions comme la chauve-souris, qui n'est pas un oiseau, mais quand même, on aimerait tous voler, je pense. Ce qui est dommage, ce serait quand même de faire le sacrifice de ses bras pour ça, parce que les ailes des oiseaux, ce sont leurs bras, donc si je dois choisir entre avoir 2 bras et 2 ailes, finalement, le choix n'est pas si évident que ça. Et donc, c'est intéressant parce que phonétiquement, oiseau, on pourrait dire joiseau. Vous savez, il y a le verbe ouïr, que plus personne n'utilise aujourd'hui, mais si vous le conjuguez à la première personne du singulier, ça vous donne joie. Et du coup, le O à la fin, si on suppose que ce n'est pas un suffixe, ça pourrait être O, en haut, ce qu'il y a dans le ciel. Donc joiseau, j'entends ce qu'il y a dans le ciel. J'entends ce qu'il y a en haut. Ou alors, si c'est un suffixe, qui n'est pas important, ça voudrait dire joie, j'entends. C'est la langue où on entend vraiment ce qui est caché, en fait. Où on va entendre un double sens, là où d'autres n'entendront que le sens premier, avec un double sens de lecture. Il paraît qu'avant, elle s'appelait la langue des oisons, donc oison, on oie, on entend. Et vous voyez, c'est marrant parce que le verbe oui, si on le décompose, c'est exactement comme le mot oui.
Vous savez, oui ou non qu'on avait vu. Donc c'est oui ou i avec le suffixe ir, le suffixe verbal. Et donc comme il y avait deux i côte à côte, collés, pour éviter cette répétition, on a mis un tréma, les deux points du i, et on a gardé qu'un seul trait. Donc en fait, ça veut dire où est la lumière. Je crois pas qu'on ait décortiqué le verbe voler, ça va aller vite de toute façon. Le ER à la fin, c'est le suffixe. Et le OL, comme on avait vu, le OL est une sorte de clé qui peut être remplacée par OU. Donc ça veut dire comme dans molle, mou, ou bien le cou est au niveau du col, etc. Donc du coup, ça nous donnerait V, OL, V, OU, donc vers où il y a le vers, où il y a la vérité cachée. C'est normal en même temps, on vole vers le ciel. Ou alors on va voler le feu sacré des dieux pour le donner aux humains. Et on peut encore connecter le verbe ouïr à l'oiseau puisque il y a un oiseau qu'on appelle l'oie. Vous voyez, joiseau, joie, il y a un oiseau qui s'appelle l'oie. Il y a même le jeu de l'oie qui est en forme de spirale d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mâle de l'oie s'appelle le jar. Alors nous qui savons que le J peut être remplacé par un F, ça nous donne phare, et donc du coup phare, comme le phare d'une voiture, c'est la lumière. On retrouve cette déclinaison dans plein de mots qu'on connaît, comme un jardin par exemple, jardin, phare, de, un, ou même un jargon. Et là on retombe encore sur la langue des oiseaux, puisque le jargon c'est très lié il y a un lien avec la linguistique, c'est très lié aux mots, puisque ce sont des mots qui sont reliés à un domaine particulier. Pas anodin, mais on reviendra sur l'oie plus tard, quand on parlera de la clé feu. En plus, je sais pas si vous savez, mais les oies sont très défensives, elles sont très protectrices. Si vous allez un jour dans une ferme, je vous conseille pas de vous approcher des oies, parce qu'elles sont capables de vous poursuivre dans toute la propriété. C'est un peu comme des chiens, quoi. Si vous voulez une bonne protection, prenez un troupeau d'oies, là, et vous allez voir. On parlait du nid tout à l'heure, quand on parlait de nest, qui est le nid en anglais. Eh bien, vous voyez, le nid, c'est simple, ça devrait vous sauter aux yeux. Il y a juste à inverser les lettres et ça nous donne d'un. Donc de un, de l'unité, de la lumière. Et c'est marrant parce qu'une fois qu'on a d'un, il suffit juste de rajouter un O devant et ça nous donne Odin. C'est dingue, ça peut pas être que des coïncidences tout ça, que ça tombe pile à chaque fois très bien comme ça. Si on prend Odin et qu'on retourne les lettres dans l'autre sens, ça nous donne Nido. Bon, je sais pas si vous connaissez, mais Nido, je crois que ça appartient à Nestlé d'ailleurs. C'est une marque très connue en Afrique parce qu'ils vendent du lait en poudre. Pendant des décennies, il n'y avait que ça. C'est ce que les femmes utilisaient pour nourrir leurs bébés, etc. Maintenant, refaisons une petite aparté comme tout à l'heure, où on va continuer à se concentrer sur les lettres interchangeables. Et là, on va voir que le O peut être remplacé par un U. Par exemple, en français, le verbe être, on dit je suis. Si vous prenez l'espagnol, je suis devient yo soy. Et on voit que le U est devenu un O en fait. Le I est devenu un Y. Bien sûr, on sait que le I et le Y sont interchangeables. De toute façon, I, grec, c'est un I qui est grec. Et le U est devenu un O alors. On peut aussi constater que le J, c'est vrai qu'il ressemble à un I, puisqu'il y a un point sur le J, peut être transformé en Y aussi, donc du coup en I, par la même occasion. C'est comme le prénom Bjorn, Bjorn Côte de Fer, ou même la chanteuse Bjorn. On prononce pas Bjorn, on prononce Bjorn. Le J se prononce comme un I, parfois. Dans l'alphabet, d'ailleurs, ces deux lettres se suivent. I, J, maintenant que j'y pense. Prenons un autre exemple qu'on a déjà pris tout à l'heure. Par exemple, Dieu. On avait dit qu'en anglais, ça se disait God avec un D à la fin. En allemand, ça se dit Gott avec deux T. Donc on voit que le D est devenu un T. Mais si on prend le danois ou même le norvégien ou le suédois, ça se dit Gud. On voit que c'est vraiment la même chose qu'en anglais, God. Ils ont juste changé le O en U. Continuons sur Dieu, qui se dit Théos en grec et Deus en latin. Regardez la transition. Le T est devenu un D, ce qu'on a vu tout au long de cette vidéo, et le O est devenu un U. On peut même mettre le chaînon manquant là au milieu, Deus ou Deus. On peut prendre un autre exemple, le soleil en anglais se dit sun avec un U, mais en allemand il se dit sun. Ils ont doublé le NE à la fin, mais sinon on voit bien sun, avec la prononciation française, sun, sun.
Si on prend le luxembourgeois, c'est vraiment le chaînon manquant, encore une fois, puisque ça se dit sonne, tout simplement, avec ON à la fin, sans le 2NE. Donc là, vous voyez, on se rend vraiment compte que le O peut être changé en U. Et que, j'irais même plus loin, il peut être changé aussi en OU. Déjà, on sait que le U, souvent, est prononcé OU dans beaucoup de langues. On pourrait même dire qu'en anglais, quand on met 2 O d'affilée, ça se prononce OU, comme par exemple dans Moon, la lune. Prenons par exemple le verbe tourner et maintenant regardons le mot tornade. On sait qu'une tornade va tourner par définition. C'est vraiment la même racine, sauf que ce sont deux déclinaisons différentes. Prenons un autre exemple, prenons la couronne. Ça se dit comme ça en français, mais en latin, en espagnol, en italien ou en catalan, ça se dit corona, comme le coronavirus, ou même la marque de bière. En portugais, ils ont retiré le N, coroa. En roumain, comme ça ressemble beaucoup, ça vient du latin à la base, coroana. En irlandais, coroin, ils ont mis un H. Bon, je sais pas comment ça se prononce, hein. Je prononce comme je le lis. En anglais, le C a été changé en K et le R a été vraiment ramené juste après le K. Donc ça donne crown. Et ça ressemble beaucoup, bien sûr, à l'allemand, au danois, au norvégien, Kron, ou même au suédois, Krona. C'est la racine corps. La racine corps aussi, un jour on s'y intéressera, elle a donné beaucoup de mots, comme une corde, ou bien même une corne, ou encore, ou accorder, un accord, etc. On pourrait citer aussi l'exemple de la tour, en français, en espagnol, en italien, en catalan, torre, en corse, tora, en maltais, tori, en néerlandais, Toren, on voit juste que c'est vraiment que en français qui a la version OU. Sinon, dans beaucoup d'autres langues, c'est plutôt OR. Donc on voit que O et OU sont interchangeables, sont liés en tout cas. Et on le voit aussi avec le U, puisque en latin, c'est Turim. En allemand, Turm, je sais pas comment ça se prononce, hein. Luxembourgeois, Tuerm, etc. C'est drôle parce qu'avec le basque, c'est le T qui a été changé en D. Donc la tour se dit Dorea. Ça ressemble beaucoup à Toré ou Tora en espagnol, en corse. On peut citer plein d'exemples comme ça, ou même en français on dit pourquoi, en espagnol on dit porque. Le pour devient por. Ou même des exemples bien français, comme par exemple on dit quelque chose qui est nouveau est novateur. On passe de nouve à nove. Il y a le romain qui devient roumain. Il faut savoir que le roumain est très proche des langues latines, parce que la Roumanie, d'ailleurs c'est de là même que vient le nom du pays, a été conquise par l'Empire romain. Roumain, romain. Et on peut aussi parler de Odin, qu'on citait tout à l'heure. Vous vous rappelez, on parlait du dieu Odin. Ben, si on change le O en OU, ça devient Oudin, comme le célèbre magicien dont on avait parlé dans une vidéo, dont Houdini d'ailleurs s'était inspiré pour prendre son nom de scène, quoi. Houdini, Houdin, Houdini. Et je vais donner d'autres exemples dans quelques instants en parlant de la prochaine clé. Là, je vous mets juste l'eau à la bouche. Au sujet du T qui peut devenir un D et vice versa, on voit que en français, le ver s'écrit V-E-R-T, mais en espagnol, en portugais, en italien, en corse ou même en roumain, il s'écrit V-E-R-D-E. Ils ont juste rajouté un E à la fin. Et on a même le chaînon manquant en catalan, où eux, ils se sont pas embêtés avec le E à la fin. C'est vraiment le T qui devient un D, tout simplement. J'en profite aussi pour dire que parfois le OU peut devenir un W, surtout quand on passe à l'anglais. Par exemple, en français, quand on parle des points cardinaux, il y a l'ouest, qui est un point cardinal. En anglais, ça se dit west de la même façon, sauf que le OU est devenu un W. Et c'est logique d'ailleurs, même en français. Si vous mettez un W devant le A, vous allez dire ouah, ouah. Commencez par ou, devant un I, oui, devant un E, ouais, ouais, etc. Un autre exemple pour illustrer le fait que le O, le U et le OU sont intriqués. Par exemple en français, une coupe s'écrit comme ça, la coupe, comme le caducée, ou le Graal. En anglais, le OU devient juste un U, et ils enlèvent le E, donc ça donne cup. C'est pas qu'en anglais d'ailleurs, en suédois et en norvégien aussi. En roumain, il y a juste un A après, kupa. En irlandais, il y a juste un N à la fin, kupan. En espagnol et en catalan, le U devient un O, donc ça donne copa. Vous voyez, c'est toujours le O, le U, le OU. En italien, il y a juste deux P, ça reste copa. En danois, le C devient un K. On sait que ces deux lettres sont interchangeables, donc ça donne cop, comme la cup en anglais, ou la coupe en français. En basque, copa. Vous voyez, c'est
a vraiment la même racine. Et surtout, ça illustre bien les lettres interchangeables qu'on a vues. En français, il y a aussi l'écope. L'écope est vraiment une sorte de récipient, comme la coupe. C'est la même chose, c'est ce qu'on prend pour écoper, justement, pour retirer l'eau d'un bateau qui est en train de couler. Donc, il y a intérêt à ce que ce soit un récipient, hein, sinon ça sert à rien. Donc, on voit bien quand même cope dans écope. Et il y a même le shop de bière. Cop, shop, finalement, c'est juste le C qui devient un S, puis ils ont mis un H. Et on pourrait se demander si justement le shopping en anglais, le fait de faire des courses et tout, etc., d'acheter, justement, ce soit pas une référence à la coupe. De la même manière qu'en français, vendre, c'est une référence au vent. C'est assez particulier. En latin, les lettres ont été mélangées en fait. C'est pas copa, ça va plutôt être poca, quoi. Là, c'est poculum en latin, poculum. Et en allemand, on voit la ressemblance puisque ça a donné pokal. J'en profite pour vous parler d'une clé. Vraiment, je pense que la tour est une clé, mais en fait, c'est une déclinaison de la clé Tor. Et cette clé a donné vraiment beaucoup de mots, et notamment une déclinaison en corps. Parce que vous savez, le C, le S et le T sont interchangeables. Ces trois lettres peuvent se lire comme un S, comme dans potentiel ou essentiel. Il y a vraiment un point commun entre la tour, par exemple, le verbe tourner, même un tournoi, un tourbillon, la tornade, torsader, etc. D'ailleurs, vous voyez, tornade, torsade, c'est toujours cette racine tor, qu'on peut même retrouver dans des noms de dieux comme Thor, ou encore la déesse Hathor, ou même une corne, une corde, encore, la couronne, etc., etc. À chaque fois, c'est cette notion de rotation. C'est ce côté tourné, tourbillon, en torsade. Alors, voyons ça de plus près. Bien sûr, le verbe tourner, il n'y a rien à dire. Mais si on prend la tour, par exemple, la tour, en général, elle est en forme de cylindre. Le tour est associé au cercle. Quand on a fait un tour, en général, on a fait un cercle. Si on va toujours en ligne droite, on ne fera jamais de tour complet. Les deux sont associés. Cette notion de boucle et de tour. Et la tour est en forme de cylindre. On retombe sur la forme de cercle. Mais même au-delà de ça, je pense que quand on est au sommet d'une tour, on a une vue panoramique. On peut voir à 360 degrés. Comprenez ? En fait, on prend un tour de garde, on pourrait dire, en haut de la tour, où on va regarder autour de soi, aux alentours, observer les moindres détours, les moindres contours. Bref, je m'amuse. Maintenant, prenons un mot comme une corne. La plupart du temps, les cornes sont... Désolé pour le bruit en arrière-plan. La plupart du temps, les cornes sont torsadées. Il ne faut pas confondre les cornes avec le bois. Le bois ressemble plutôt, justement, d'où son nom, à des branches d'arbres. Et si on prend la corde, c'est exactement la même chose. Quel est le point commun entre une corne et une corde ? C'est justement ce côté torsadé. Vous regardez une corde, vous verrez que c'est toujours deux ficelles qu'on a torsadées pour renforcer la résistance. Et si on prend le mot encore, on voit bien le lien, puisque la boucle, il y a un côté répétition à la boucle. Et encore, ça veut dire justement à nouveau. Donc il y a ce côté boucle. Répétition. La couronne, on voit tout de suite le lien, puisque la couronne est littéralement un cercle, un anneau. Donc il y a ce côté boucle. Prenons maintenant le verbe courir. Mais regardons d'abord dans les autres langues. Par exemple, en espagnol, en portugais, en catalan, c'est correr. Qu'on retombe vraiment sur la racine corps. Vous voyez ? Comme dans corne ou dans corde en français. En italien, il y a juste un E à la fin. En latin, ils ont changé le O en U. Enfin, vous savez, quand je dis ils ont changé, bien sûr, sans respecter la chronologie, c'est plutôt les Italiens qui ont changé le U en O, hein, mais vous me comprenez. Et si on prend le corse, on voit encore une fois que le E a été changé en I, parce que c'est exactement la même chose qu'en latin, mais le E est devenu un I. Et donc pourquoi courir serait lié au cercle, à la torsion, à la boucle, à la répétition ? La première chose à laquelle on pense, c'est bien sûr le côté tournoi, justement. On retombe sur le tour, le côté Jeux Olympiques, où justement il fallait tourner tout autour du stade. Je veux dire, un stade, c'est comme un colisée, c'est en forme de cercle, c'est un anneau. Et là je me suis dit, mais on court depuis la nuit des temps.
Et pourtant, les Jeux Olympiques, ça n'a pas toujours existé, le sport n'a pas toujours existé, etc. Oui, mais le latin aussi n'a pas toujours existé. Le latin archaïque, parce qu'il y a le classique qui est venu plus tard. Vraiment, le premier latin, il s'est formé quand Rome a vu le jour. En fait, Rome a pris le latin comme langue officielle, entre guillemets. C'est vraiment devenu la langue de tous les Romains. Comme Rome a conquis tout le reste de l'Italie pour devenir l'Empire romain, forcément le latin, tous les Italiens on parle le latin, etc. Le latin a vu le jour dans une région qui s'appelle le Latium, juste à côté de Rome. C'est pour ça que Rome a pris cette langue-là comme langue officielle. Il y a Romulus et Rémus en 750 environ avant Jésus-Christ qui vont s'affronter. Et vous savez, à l'issue de ce duel fratricide, puisque ce sont deux frères, Romulus va gagner et c'est de là que la ville de Rome prendra son nom, Romulus, Rome. Et même pas à peine 10 ans plus tard, il y a les premiers Jeux Olympiques qui voient le jour. Donc vous voyez comment, au même moment, dans la même période, le latin prenait naissance. Donc il n'y a rien d'incroyable à ce qu'ils aient associé les deux. Le fait de courir et la boucle. On pourrait aussi parler du tore. Le tore, T-O-R-E, c'est une forme géométrique. Et à quoi elle ressemble? À un anneau. Donc on retombe sur ce côté boucle, cercle. Vous voyez, il y a le verbe tordre. C'est vraiment deux torts. Et la torche, c'est justement un bout de bois autour duquel on va enrouler, on va torsader, tourner un chiffon ou une corde, etc. pour faire une torche. Donc on va allumer après avec du feu. Tortiller, ou même la torture, vous voyez la torture, c'est vraiment cette idée de tordre finalement au départ. Et je suppose que la torpeur est vraiment à relier avec la torture. Bon, c'est certainement un suffixe, mais il y a quand même la peur phonétiquement, avoir peur du tort, donc avoir peur de la torture. Il y a aussi le tourment, le verbe tourmenter, qu'on pourrait relier à la torture. Et d'ailleurs, en anglais, ça se dit torment, donc juste tort. Il y a aussi la torpille. D'ailleurs, la torpille, je pense que c'est parce qu'elle laisse. Il suffit de regarder une torpille dans l'eau. Le sillon, tout de suite, on voit que c'est un tourbillon. Je sais pas si on l'avait déjà dit, mais on peut relier la tour à la magie simplement en parlant de tour de magie. Parce que les magiciens font des tours de magie. Donc on retombe sur la tour. On pourrait même profiter pour se demander si la Torah donc le livre saint dans le judaïsme, n'a pas un lien soit avec la tour. On sait que le judaïsme est très lié à l'ésotérisme, au symbolisme, à la franc-maçonnerie, on l'a vu, avec l'histoire d'Hiram, et donc aussi même à l'alchimie, puisque même dans le tarot, quand on regarde le tarot, on retrouve, vous vous rappelez, les colonnes de Salomon sur les cartes du pape et de la papesse. Donc ça se justifierait que ça veuille dire la tour. Mais peut-être que c'est le sens de boucle, faire tourner. Peut-être que c'est pour dire c'est un livre à faire tourner en fait. Le livre que tout le monde doit avoir. Mais il y a aussi cette idée de répétition, de renouvellement, même de renaissance. Vous voyez, ça peut aussi vouloir dire ça. Peut-être que c'est une histoire qui se répète indéfiniment. La boucle. Et je n'ai pas été chercher, je ne sais pas, que j'irai voir plus tard, vous peut-être aller voir, et peut-être que ça a un rapport. Ça m'est arrivé des fois de deviner comme ça le sens d'un mot d'une autre langue que je ne connaissais pas du tout grâce à la langue des oiseaux. Quand vous retombez sur une racine vous saute aux yeux comme ça. Et encore une fois, peut-être même que la définition que vous trouverez, ce sera la définition lambda dans la langue hébraïque, mais si ça se trouve plus profond dans la langue des oiseaux, version hébreu, ça veut dire ça, on se comprend. Il y a plusieurs façons d'écrire Torah. Et à chaque fois, c'est le H qui bouge. Et normalement, vous pourrez chercher de votre côté, mais moi, d'après mes recherches, la première version du nom Torah, c'était écrit comme ça. C'est-à-dire exactement comme Thor, le dieu Thor, ou même dans Hathor.